Est-ce que vous sauriez m'expliquer en quelques lignes ou en quelques minutes comment vous définiriez la Formule 1 à quelqu'un qui ne connaît rien au sport? C'est la question que je me suis posée pendant les fêtes. Honnêtement, comment est-ce qu'on pourrait résumer de façon assez globale, mais simplement, la Formule 1? Et ça va être le but de cette vidéo. Alors, soit tu connais déjà la F1, soit tu suis la Formule 1 depuis quelques années, et normalement, tu es censé connaître un petit peu tout, mais on va voir ça. Soit tu as cliqué sur cette vidéo car tu découvres la F1, ou alors tu souhaites regarder la F1 cette année, et tu as un petit peu du mal à comprendre comment ça marche, le format, le championnat, tout ça, tout ça. Bref, dans tous les cas, cette vidéo peut être ultra intéressante, donc j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à la partager à des amis, de la famille, des gens qui souhaiteraient regarder la F1 et qui ne s'y connaissent pas très bien. Et vous allez voir qu'il y a peut-être des petites surprises. Vous allez voir que je pense qu'il y a 2-3 formats que vous ne connaissez pas encore. Pour commencer cette vidéo déjà, on va voir ce que Wikipédia considère comme la Formule 1. La Formule 1, communément abrégée en F1, est une discipline de sport automobile considérée comme la catégorie reine de ce sport. Elle a pris au fil des ans une dimension mondiale et elle est, avec les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football, l'un des événements sportifs les plus médiatisés. C'est pas faux. Depuis l'arrivée de Netflix en 2018, je pense que la F1 a explosé et aujourd'hui la F1 est mine de rien l'un des sports les plus connus au monde et l'un des sports les plus regardés à travers la planète. Mais est-ce que vous savez réellement comment ça fonctionne une année de Formule 1? Est-ce que vous savez réellement quels sont les objectifs et d'où ça vient? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors je pense que déjà, pas mal d'entre vous ne le savent pas, mais la Formule 1 n'a pas été créée en 1950. Ça a été créé bien avant. Le terme Formule 1, lui, est arrivé en 1949. 1950, c'est seulement le premier championnat du monde officiel. La F1, techniquement, ça existe depuis les années 1920 ou 1930 environ. On avait déjà des courses de sport automobile avec une commission automobile. Bref, la F1, ça existe depuis bien plus longtemps. Mais 1950, c'est la date qu'il faut retenir car c'est le premier championnat du monde pilote. Il a fallu attendre 8 ans, 1958, avant qu'on ait le premier championnat constructeur, d'accord? Donc pendant 8 ans, les pilotes se battaient juste pour être champions de F1 tout simplement, et à partir de 58, on a eu ce fameux championnat du coup d'écurie, d'équipe qui est arrivé, et du coup il y avait donc 2 championnats en jeu. Je vous laisse faire les calculs du coup, mais 2023 était la 74e saison, on va enchaîner donc sur une 75e saison en 2024. Alors si vous connaissez pas la F1, vous connaissez peut-être au moins des noms comme Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Max Verstappen. Pareil pour les équipes, vous devez connaître Ferrari et McLaren, Mercedes, Red Bull. Vous ne connaissez peut-être pas Jordan, Cosworth, Prost GP. La F1 du coup, qu'est-ce que c'est? La F1, c'est un championnat où les 20 pilotes s'affrontent sur différents circuits à travers le monde, à travers les continents. Les pilotes marquent des points et se battent donc pour 2 championnats, vous l'avez compris, un championnat individuel et en équipe. Très souvent, ces pilotes de Formule 1 ont plus ou moins le même parcours. Ils commencent très jeunes en karting, puis montent en monoplace, ensuite essayent de faire leur chemin jusqu'à la F3 ou la F2, qui est l'antichambre de la Formule 1, pour un jour arriver du coup dans la catégorie reine, vous l'avez compris, la F1. Le championnat de F1, en tout cas en 2024, c'est 24 courses dans l'année. De février à décembre, les pilotes vont faire 24 circuits différents. Et là, vous devez vous dire, mais 24 courses, comment tu organises tout ça? L'un des gros sujets forcément du calendrier en Formule 1, c'est la répartition géographique. Le but, c'est pas de faire des allers-retours à travers les pays, à travers les continents. Vous vous doutez bien qu'il faut qu'il y ait une suite logique parmi les grands prix. Si on prend le calendrier de 2024, vous pouvez voir qu'on va donc commencer à Bahreïn pour aller ensuite en Arabie Saoudite. Ensuite, on passe en Océanie, on remonte avec l'Asie, le Grand Prix du Japon et le Grand Prix de Chine. Sinon, après, vous avez ce qu'on appelle la tournée européenne. Donc, tous les Grands Prix en Europe, c'est un peu comme jouer à domicile. Au final, pour les équipes de Formule 1, les usines sont pas très loin. En général, c'est là où tu fais venir tous tes partenaires, tes sponsors. Une fois que la tournée européenne est terminée, en général, c'est en septembre, on retourne à Singapour avant de commencer la tournée américaine avec les États-Unis, le Brésil, le Mexique et ça se termine à Abu Dhabi, comme tous les ans, parce qu'Abu Dhabi, ça ramène de l'argent et Abu Dhabi paye pour avoir la dernière course de la saison. Alors forcément, il y a ce débat éternel. Est-ce qu'aujourd'hui, on a trop de courses en Formule 1, 24 par saison? C'est énorme. En moyenne, il y a 10 ans, on en avait à peu près 19, 20 grand max. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça va être un record en 2024. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que le calendrier est trop chargé. J'avoue que je trouve qu'on commence à être un peu en surconsommation de Grand Prix. Après, c'est que mon avis. Je vous l'ai expliqué donc au début de la vidéo, il y a 2 championnats en jeu. Il y a le championnat pilote et le championnat constructeur. C'est très simple. Un pilote sur chaque week-end de course, s'il termine dans le top 10, il va marquer des points.
qui va engranger et donc marquer pour son championnat pilote individuel. On additionne les points des deux pilotes de la même équipe pour avoir le championnat constructeur. Je pense que jusque-là, vous avez compris le principe. Il faut savoir que le barème des points évolue. Alors là, ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a plus changé. Ça va faire 15 ans maintenant. Mais le barème des points a évolué au fur et à mesure de l'histoire de la F1. À une époque, c'était seulement le top 6. Ensuite, ça a été le top 8. Là, maintenant, c'est les 10 premiers qui marquent des points. Le premier marque 25 points, le deuxième 18 et le troisième 15. Ça, c'est pour le podium. Si vous terminez quatrième, vous en marquez 12, cinquième 10. Et ensuite, c'est 8, 6, 4, 2, 1 pour les 5 derniers du top 10. Petit bonus, si vous effectuez le tour le plus rapide de la course et que vous terminez dans le top 10, vous avez un point bonus depuis quelques années. Ça peut faire la différence. Allez demander à Lewis Hamilton en 2021. Oh non, pardon. Elle était gratuite, pardon. Par le passé, ça a été un autre format. On a changé en 2009, mais avant, par exemple, c'était le top 8 et donc c'était 10 points pour le premier, 8 points, 6 points, 4 points. Bref, vous l'avez compris, le sport évolue et le règlement aussi, mais pour l'instant, on est sur ce principe-là. Pour marquer des points, il faut donc faire la course. Pour faire la course, il faut une voiture. Alors, les voitures font plus de 1000 chevaux. Ce sont des monoplaces. Pas de changement de pilote, pas d'équipage ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de relais. C'est un pilote qui fait tout le week-end. Sans trop rentrer dans le détail, même si récemment, on a fait une vidéo justement sur les moteurs pour 2026. En gros, la voiture en Formule 1, c'est une voiture hybride. C'est un V6 turbochargé. Le rond arrière possède ce qu'on appelle le DRS, le Drag Reduction System en anglais. C'est l'aileron qui tout simplement va pouvoir s'ouvrir et donc réduire l'appui sur l'aileron arrière. S'il y a moins d'appui à l'arrière, du coup, la voiture va plus vite en ligne droite et ça te facilite un dépassement durant la ligne droite. Alors, le DRS, il s'active que dans des zones très particulières en ligne droite. Vous ne l'activez pas quand vous voulez, quoique à l'époque, c'était le cas. Maintenant, vous l'activez que sur certaines zones d'activation et vous avez une zone de détection. Il faut être à moins d'une seconde du pilote devant vous. Donc, si vous êtes à moins d'une seconde, petit coup de DRS, l'aileron, toc, s'ouvre et vous le doublez en ligne droite, normalement, si vous avez une bonne vitesse de pointe. Le RS, l'Energy Recovery System, c'est le système de batterie tout simplement sur les moteurs hybrides. À une époque, on avait le KERS qui fonctionnait littéralement comme le turbo sur Need for Speed. Vraiment, c'était pareil, hein, on avait le même turbo. Là, maintenant, c'est un système de batterie qu'il faut recharger et ensuite déployer quand vous le souhaitez. Et pour finir, si vous avez vu les F1 modernes, vous le savez, mais on a un halo. À l'époque, on l'appelait la claquette, mais bon, voilà, maintenant, on a un petit appendice qui protège la tête des pilotes. Certes, c'est pas esthétique, mais honnêtement, ça a fait ses preuves et ça a sauvé pas mal de pilotes ces dernières années. Donc, les anciens fans de F1 s'en plaignaient au début, moi y compris. Aujourd'hui, on est très heureux de l'avoir, ce halo. Bon, on a fait le tour du calendrier, on a fait le tour de la voiture, on a fait le tour des deux championnats, comment ça fonctionne. Maintenant, si le week-end, t'as envie de te poser et de suivre le week-end de A à Z, comment ça fonctionne ? Déjà, il faut savoir que la F1, en fait, déplace de Grand Prix en Grand Prix quasiment toutes ses infrastructures. Que ce soit le garage, la voiture, l'hospitalité, les trucs dans le paddock, bref, vous avez compris, tout doit voyager avec les pilotes. Donc en général, un Grand Prix de Formule 1, ça commence le lundi ou le mardi. Quand les équipes arrivent, reçoivent ce qu'on appelle le fret, du coup, les colis, on réinstalle les garages, on remonte un petit peu les infrastructures dans le paddock. Et pour les pilotes, ça commence donc le jeudi. Le jeudi, c'est le début officiellement du week-end de Grand Prix avec ce qu'on appelle le track walk. Les pilotes vont tout simplement se balader à pied ou en vélo ou en trotte, ça dépend. Mais en général, les pilotes vont faire un tour de circuit avec leurs ingénieurs et leur équipe afin d'observer le circuit, voir s'il a évolué, si les vibreurs ont changé, s'il y a des bosses, s'il y a de l'herbe à un nouvel endroit, etc. Ça paraît très bête, sachant que les pilotes font du simulateur et donc connaissent le circuit par cœur, mais ça peut faire la différence en touchant une certaine surface à un endroit ou quoi, en voyant une bosse, en voyant des vibreurs, ça peut créer la différence à un moment crucial du Grand Prix. Une fois que le track walk est fait avec toute l'équipe le jeudi matin en général ou le jeudi midi, c'est l'heure des interviews. On a ce qu'on appelle le Media Day, donc le jeudi. La F1 organise sa petite conférence de presse de son côté avec en général 8 pilotes et 4 teams principaux si je dis pas de bêtises. En revanche, tous les pilotes doivent passer dans ce qu'on appelle le pen, c'est-à-dire que c'est un carré où toutes les chaînes du monde qui diffusent la Formule 1 sont présentes avec leurs journalistes et leurs caméramans et peuvent donc poser des questions aux pilotes. Comment vous le sentez pour ce week-end? Est-ce que vous vous êtes revus depuis ce qui s'est passé la semaine dernière? Est-ce que tu as bien mangé à midi? Bref, t'as compris. C'est pas forcément en général le jour préféré, je pense, des pilotes parce que la presse, voilà, tu répètes tout le temps la même chose. C'est un athlète, voilà, c'est comme les joueurs de foot, de basket, n'importe. Tu dois passer devant les médias, c'est normal. On pense à Kimi Raikkonen, bien évidemment, dans ce genre de moment, que Kimi ne faisait aucune interview. Et le vendredi, c'est le début de l'action en piste. Je sais que vous attendiez que ça. Vendredi, donc début du week-end avec une première séance d'essai. Si vous n'êtes pas fan de Formule 1, c'est là où ça devient
devient un petit peu difficile. Vous avez deux types de week-end en Formule 1. Vous avez le week-end classique qu'on a eu depuis des années et des années et des années, et vous avez maintenant le format sprint. On va commencer par le format normal qui est le plus fréquent durant l'année, c'est donc le format 3 séances d'essai, une qualif, une course. Le vendredi, vous avez la FP1. La FP1, elle sert tout simplement à tester la voiture. Voilà, c'est la première fois qu'on roule sur le circuit. On vérifie que le circuit n'ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de plaque d'égout qui traîne ou quoi que ce soit. Les équipes font leur petite procédure, on fait les checks du moteur, on fait les checks du volant, radio check et compagnie. Bref, voilà. Petite FP1 tranquillou. La FP2 qui en général a lieu le vendredi après-midi, elle est la séance d'essai la plus importante. La FP2, c'est celle qui est à aimer au même moment que la course et que la qualif. Vous avez du coup les meilleures conditions entre guillemets pour récupérer de la data, pour apprendre un petit peu comment votre voiture fonctionne, dégrade ses pneus ou alors quel est le rythme de votre voiture. Et donc la FP2 est vraiment la séance la plus importante pour toutes les équipes. Il ne faut pas se crasher, il ne faut pas avoir de problème mécanique, il ne faut pas être bloqué au stand. Bref, faut rouler quoi. Le lendemain, samedi matin, vous avez une dernière séance d'essai avec la FP3. FP3 en général qui sert pour se préparer à la qualification de l'après-midi. Donc en général, tous les pilotes essayent d'écouler un petit peu les pneus soft. On les voit tester de faire un tour rapide. C'est là en général où tu te dis ça va le faire ou ça va pas le faire cet après-midi. Tu sais un petit peu où tu en es. Et le samedi après-midi, du coup, qualification. Alors la qualification, vous le savez sûrement, c'est divisé en 3 parties. Q1, Q2 et Q3. En Q1, vous avez 18 minutes de séance de qualification. Les 15 pilotes les plus rapides passent en Q2. Les 5 derniers sont éliminés. Même format pour la Q2. On prend ces 15 pilotes, on en élimine 5 et il nous reste seulement 10 pilotes pour la Q3. À savoir que à chaque séance de qualification, on enlève 3 minutes. Donc Q1, 18, Q2, 15, Q3, 12 minutes. Et la Q3, c'est le moment probablement le plus excitant du week-end. Vraiment, c'est le moment où toutes les voitures sont à fond, les réservoirs sont vides, les pneus sont neufs. C'est là où les F1 vont le plus vite et c'est le moment vraiment où tu te chies dessus, il faut le dire. En général, la qualif, c'est là où tu as les écarts les plus serrés, c'est là où il peut y avoir des surprises et que ton pilote peut faire une masterclass. En tout cas, moi, c'est l'un de mes moments préférés du week-end. Dites-moi dans les commentaires. Je pense que c'est le moment le plus attendu par les fans de F1. Le format sprint, il intervient seulement 6 fois dans l'année sur 6 grands prix différents. C'est un format un petit peu particulier qui est testé par la Formule 1 pour essayer de voir si, de 1, ils arrivent à vendre plus de tickets pour avoir plus de monde sur les grands prix, de 2, si on a plus d'action et plus de divertissement en piste et à la télé. Le format sprint, lui, il a 2 séances de qualification, je vous explique. Vous commencez le vendredi matin par une FP1. Et alors là, la FP1, c'est elle qui devient la plus importante en format sprint parce qu'en fait, vous avez qu'une seule séance pour régler votre voiture, comprendre l'usure de vos pneus et faire des tests et essayer de préparer la qualif en même temps. Bref, vous avez 60 minutes pour tout régler. Autant vous dire qu'en 60 minutes, c'est très compliqué. Voilà, 60 minutes pour tout régler car le vendredi après-midi, ce n'est pas une free practice, mais c'est la qualification pour la course du dimanche. Alors, c'est là où on se concentre et on sort le bloc-notes. En sprint, du coup, vous avez une qualif le vendredi après-midi pour le dimanche et ensuite, vous avez ce qu'on appelle le sprint shootout. Le sprint shootout, c'est une qualif un peu plus courte qui a lieu le samedi matin pour la course sprint du samedi après-midi. Ça va, je vous ai pas perdu, donc vendredi après-midi, qualif, même format que d'habitude. On prend la grille, c'est pour dimanche, on bouge plus. Le samedi, il est vraiment isolé du week-end. Samedi matin, sprint shootout, donc la qualif pour la sprint. L'après-midi, course sprint. Les courses sprint, en général, c'est 100 km de distance de course. Donc pas d'arrêt au stand obligatoire. Le but du jeu, c'est de faire un sprint, c'est d'aller le plus vite possible et de s'attaquer. Bon, malheureusement, c'est pas le résultat espéré. On n'a pas souvent de très belles courses sprint. C'est rare en vrai d'avoir un spectacle de fou le samedi après-midi, surtout que de 1, on sait le pace des voitures, donc ça ruine le suspense pour le dimanche. De 2, le fait d'avoir une qualif le vendredi après-midi, ça ruine la hype pour le samedi matin pour la qualif de la sprint. C'est quasiment la même grille. Bref, t'as compris que le format sprint, il est pas idéal, mais je t'ai dit, on en reparlera plus tard. Peu importe le format, que ce soit un format normal ou le format sprint, le dimanche, dans tous les cas, vous avez votre course prévue. Voilà, 300 km. Le nombre de tours dépend en fonction des circuits, sauf à Monaco, du coup, c'est pas 300 km. Mais sinon, pour tous les autres GP, c'est ça. La course, c'est très simple. Tout le monde est sur la grille, sauf pour ceux qui ont des pénalités, et ça, on en revient dans quelques minutes. Tout le monde est sur la grille. Vous partez. Vous avez un arrêt au stand à faire obligatoire pour passer 2 types de pneus différents. Les pneus ont une importance vu que les pneus tendres, donc les pneus soft, sont les pneus qui se dégradent le plus vite, mais qui vont le plus vite, qui ont le plus de grip. Les pneus médiums, les pneus moyens sont ceux qui ont une dégradation moyenne, mais qui vont moyennement vite et moyennement de grip. Et les pneus durs sont ceux qui se dégradent le plus lentement, mais qui ont le moins de grip et qui, du coup,
vont le moins vite. Le but du jeu, c'est de trouver la stratégie parfaite pour finir la course le plus vite possible. Le premier qui passe la ligne a gagné, vous l'avez compris ça. Alors je vais pas vous faire tout l'aspect stratégique honnêtement parce que c'est très compliqué, mais il y a deux termes à retenir en Formule 1, c'est l'undercut et l'overcut. L'undercut, c'est le principe de doubler le rival qui est devant toi grâce à la stratégie des arrêts au stand en s'arrêtant un tour avant. C'est-à-dire que tu t'arrêtes avant lui, tu ressors et ton tour de sortie avec des pneus neufs est plus rapide que lui, son tour de rentrée pour aller changer les pneus. Et donc normalement, tu ressors devant lui, tu as donc fait l'undercut. L'overcut, c'est le fonctionnement inverse, c'est de se dire que tu t'arrêtes un tour ou plusieurs tours après ton rival et que le tour de sortie avec des pneus neufs de ton rival ne sera donc pas assez rapide car les pneus sont trop froids, il a du trafic et que du coup toi, le temps que tu rentres au stand, tu auras gagné du temps et tu ressortiras du coup devant ton rival en t'arrêtant après. Ça c'est les deux principes à retenir, l'undercut, l'overcut. Bon, niveau des pneus, je vais pas rentrer trop dans le détail, je vous l'ai dit, vous avez donc trois types de pneus pour le sec, les pneus tendres, médium et pneus durs. Vous avez des pneus intermédiaires qui sont utilisés dès qu'il pleut ou qu'il y a de l'eau sur la piste. Les pneus wet sont très rarement utilisés en course, honnêtement, on sort tout de suite la safety car ou la VSC ou le red flag, mais on roule très peu sous la pluie malheureusement, en tout cas sous les fortes pluies en course. Si on commence à rentrer dans le détail des pneus, avec Pirelli, ça se complique un petit peu. Je vais essayer d'être très clair. En Formule 1, vous avez 6 pneumatiques possibles allant du C0 au C5. Le C0 étant le pneu le plus dur, le C5 étant le pneu le plus tendre. Pirelli décide du coup de quel type de pneu ramener sur chaque week-end en fonction de la piste sur laquelle on roule. Il y a des pistes qui vont utiliser beaucoup plus de pneus, qui vont détruire le pneu, donc on a besoin de pneus plus durs, là où des pistes peut-être un petit peu moins abrasives, c'est le terme si jamais, peuvent nous permettre de rouler avec des pneus plus tendres. Pour vous la faire très simple, il est possible que sur la première course de la saison, les pneus choisis soient les C5, C4, C3, mais il est possible que au Grand Prix du Brésil, par exemple, au hasard, les pneus les plus tendres deviennent les C3 et les pneus les plus durs deviennent par exemple les C1. Pirelli, très simplement, tous les week-ends, ramène un pneu soft, un pneu médium et un pneu hard. C'est honnêtement plus simple comme ça. Je vous ai pas parlé du fuel pendant la course. Alors, les anciens, les vieux, vous vous souvenez qu'à l'époque, hop, on mettait le fuel, hop, les voitures prenaient feu dans les stands et tout. Ça, c'est fini. On ne remet plus d'essence aux arrêts au stand. Quand vous rentrez au stand, vous changez 4 roues, vous changez l'aileron avant, au pire s'il est cassé, vous enlevez un petit bout de scotch sur les écopes de frein s'il y a besoin. Ça va pas plus loin, vous avez une vingtaine de mécaniciens autour de votre voiture. En général, l'arrêt au stand en Formule 1, il dure 2 secondes 5, sauf chez Ferrari où c'est 8 secondes en moyenne sur la saison. Et une fois que vous avez fait votre pit stop, vous repartez avec vos pneus neufs et vous essayez de gagner votre course, vous faites le meilleur résultat possible. Grossièrement, voilà comment se déroule une course de Formule 1. Pour finir avec l'aspect de la course, en Formule 1, je vous ai pas encore parlé des drapeaux et des pénalités. Alors les drapeaux, c'est les commissaires qui sont situés tout autour du circuit, qui surveillent et qui interviennent lorsqu'il y a des problèmes pour certains pilotes, une voiture dans le bac, dans le mur, s'il y a quelque chose sur la piste ou quoi. Ces commissaires qu'on salue bien évidemment, qui sont bénévoles pour la plupart du temps, quasiment tout le temps, c'est grâce à eux littéralement qu'on a la course et qu'on est en sécurité sur le circuit. Ces commissaires du coup doivent agiter des drapeaux en fonction de l'état de la piste. Le drapeau vert signifie que la piste est clear, qu'il n'y a rien sur la piste, aucun danger et que la séance peut donc commencer et que tout se passe bien. Le drapeau jaune, lui, signifie qu'il y a un danger sur la piste. Il y a quelque chose qui n'est pas censé être là et donc il faut se méfier, il faut ralentir au cas où le danger est toujours présent. Un double drapeau jaune, donc double drapeau jaune au même poste de commissaire signifie qu'il y a un danger imminent. Une voiture arrêtée, quelqu'un sur la piste, en tout cas, il faut que le pilote qui voit le double drapeau jaune soit prêt à s'arrêter directement. Si le drapeau jaune dure un peu trop longtemps ou que c'est beaucoup trop compliqué pour intervenir et que c'est trop dangereux, on peut faire intervenir deux types de safety car. La première, la safety car, voiture de sécurité, c'est la voiture qui va venir regrouper toutes les F1 et les faire ralentir. En général, ça relance un petit peu la course, ça annule tous les écarts, donc tout le monde est recollé et ça relance le GP un petit peu. La deuxième option, c'est celle que je déteste personnellement, c'est la Virtual Safety Car. La Virtual Safety Car, elle, c'est une safety car virtuelle, donc on n'a aucune voiture qui va venir regrouper les autres voitures, les autres F1. Juste, vous devez respecter un certain delta, vous devez respecter un chrono que vous avez sur votre petit volant, sur l'écran de votre volant. Et donc en fait, au final, tout le monde est au ralenti. Il n'y a pas réellement de course qui est relancée. C'est pas dangereux, mais en même temps, il faut faire attention à pas aller trop vite. Bref, la VSC, honnêtement, je trouve que c'est le pire compromis possible en course. Vraiment, ça n'apporte rien. Ça reste un petit peu dangereux pour les commissaires. Je suis vraiment pas fan personnellement, mais bon, c'est pas le sujet. Vous avez d'autres types de drapeaux. Vous avez par exemple le drapeau bleu. Le drapeau bleu qui signifie que vous devez laisser passer la voiture qui arrive derrière vous. En général, vous prenez ce drapeau. Si vous prenez un tour par un leader,
vous devez vous écarter pour ne pas gêner et gâcher la course des leaders. Ça peut arriver aussi si jamais une voiture arrive beaucoup plus vite que vous et que vous êtes en train de relâcher un tour de sortie ou quoi. On vous demande de laisser passer une voiture en tour rapide. Vous avez le drapeau noir et blanc qui signifie que vous avez pris un avertissement. Donc attention, le prochain ce sera une pénalité. C'est un peu comme un carton jaune au football. Et ensuite, il y a des drapeaux qu'on voit un petit peu moins souvent, du style par exemple le drapeau noir avec un cercle orange qui signifie que votre voiture est endommagée, que vous avez des pièces qui se baladent un petit peu, qui sont à peine accrochées à la voiture et que vous devez rentrer au stand pour des raisons de sécurité. Vous devez venir réparer la voiture ou alors enlever la pièce qui gêne. Un autre drapeau qu'on voit très rarement, c'est le drapeau jaune avec des bandes rouges. Alors lui, à l'époque, on l'avait souvent pour les casse-moteurs et les fuites d'huile. Ce drapeau signifie que la piste a un changement d'adhérence. Donc d'un seul coup, il y a de l'huile, du gravier, peu importe. C'est qu'à cet endroit-là, dans ce virage-là, la piste ne réagit pas de la façon dont elle devrait le faire. Et pour finir, il reste les 3 drapeaux qui peuvent potentiellement mettre fin à la course d'un pilote. Alors, tout simplement, le drapeau à damier, checkered flag en anglais. Le drapeau à damier qui signifie donc la fin d'une séance, tout simplement, que la course, la qualif, la practice, peu importe, c'est terminé. Vous avez le drapeau noir qui signifie malheureusement une disqualification. C'est très rare de voir un drapeau noir. On vous demande de rentrer au stand, course terminée. Et pour finir, c'est le drapeau rouge. Alors, le drapeau rouge, il sert à mettre une interruption à la séance, alors que ce soit une séance d'essai, une qualif ou une course. En général, les voitures rentrent au stand, tout le monde s'arrête et on répare le mur qui est cassé, on intervient là où il faut intervenir. Mais des fois, la course ou la séance ne reprend pas. Il est possible que des fois, après un drapeau rouge, on ne relance pas la course, on ne relance pas la séance. Donc des fois, le drapeau rouge peut mettre fin, comme je vous disais, à la séance d'un pilote. Toutefois, si jamais l'accident est réparé, si jamais le lieu est sécurisé, on peut repartir après un drapeau rouge. En général, on retourne se mettre sur la grille et on recommence la course ou alors tout simplement, on relaisse partir les voitures en séance normalement. Bon, ça, c'était les drapeaux. Je sais que c'était un petit peu dur à digérer. J'espère que vous avez tout compris, d'accord? Les plus importants sont honnêtement les drapeaux jaunes, drapeaux rouges et les safety cars. Le reste, en vrai, pas forcément besoin. Et derrière, il y a les pénalités. Alors ça, c'est un petit cours pour Esteban Ocon. Parce qu'Esteban Ocon a l'air d'être vraiment le pilote à pénaliser d'après les commissaires de course. Hein, on sait pas pourquoi, mais bon, quand il y a une pénalité, même si Esteban ne roule pas, faut pénaliser Esteban Ocon. En plus, sérieusement, du coup, les pénalités en Formule 1 dépendent de l'infraction que vous allez faire, forcément. Ça peut aller d'une petite amende de 100 € par km/h dans les stands à un race ban, une interdiction de rouler à la prochaine course. Je vous l'ai fait de façon, on va dire, un peu progressive. Donc, on commence avec une amende, tout simplement. Donc, c'est une pénalité financière. Ensuite, vous avez 3 secondes de pénalité qui s'additionnent à la fin de votre course sur votre chrono. Vous avez les 5 secondes de pénalité. Elles, vous avez 2 options. Soit vous les prenez au stand avant le pit stop. Vous devez attendre 5 secondes. Les mécaniciens ne touchent pas à la voiture. Soit vous les prenez à la fin de la course. On les additionne à votre chrono. Ensuite, vous avez le drive-thru. Alors, le drive-thru, you know. Le drive-thru, c'est le passage par la voie des stands. Vous devez tout simplement traverser les stands sans vous arrêter à votre box. Alors, vous perdez en général entre 17 et 25 secondes en fonction des circuits. Cette pénalité, en général, elle arrive si vous anticipez un départ ou alors que vous avez un accident. En général, un contact, ça peut mener à un drive-thru. Derrière, la plus grosse pénalité que vous pouvez avoir en course, c'est le stop and go de 10 secondes. C'est-à-dire que vous allez rentrer au stand, vous garer sur votre emplacement dans les box, attendre 10 secondes sans toucher la voiture. Interdiction de modifier quoi que ce soit, la voiture doit repartir comme elle est rentrée. Et donc, la totalité, donc la traversée des stands plus les 10 secondes, en général, vous coûte 35 à 40 secondes. C'est la plus grosse pénalité que vous pouvez prendre en course. Et après, c'est la disqualification, bien évidemment. Disqualification, c'est fin de la course. Pour les pénalités en course, c'est tout ce que vous pouvez prendre, ce qui est déjà pas mal, honnêtement. Alors après, vous avez d'autres types de pénalités. Si jamais vous venez à briser ce qu'on appelle le parc fermé, c'est-à-dire qu'après la séance de qualification, vous ne pouvez plus modifier les réglages de votre voiture. Si jamais vous le faites, vous devez partir depuis la pit lane. Quand tout le monde sera sur la grille pour le départ de la course, vous partez depuis la sortie des stands. En général, ça arrive si des voitures sont déjà au fond et qu'elles souhaitent modifier un petit peu le réglage ou adapter un petit peu le setup pour la course. Ça peut aussi arriver en cas d'accident, en cas de pièces à changer, vous n'avez pas les bonnes pièces à mettre sur la voiture, donc vous modifiez le réglage de la voiture. Ça arrive de temps en temps et pour le coup, c'est un petit peu chiant pour les pilotes parce que vous partez longtemps après ceux sur la grille. Vous avez ensuite les pénalités sur la grille. Il est possible que vous vous qualifiez 5e en qualif, voilà, vous êtes en Q3, vous êtes 5e, sauf que vous avez eu un accident à la course d'avant et vous avez été jugé responsable et on vous met par exemple 3 places de pénalité sur la grille de la prochaine course. Donc de la 5e place, vous partez 8e. Pareil pour les pénalités sur la grille, elles peuvent intervenir une fois que vous dépassez le nombre de moteurs autorisés
lors d'une saison. À partir de 2024, c'est 3 moteurs, 3 power units. Donc dès que vous passez à votre 4e, vous prenez des places de pénalité sur la grille à chaque fois que vous allez changer de moteur. Donc vous voyez, il y a vraiment une belle panoplie de pénalités. Et pour finir, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le race ban. Le dernier en date, c'est Romain Grosjean, si je dis pas de bêtises, en 2012. Le race ban, c'est que vous faites une manœuvre si dangereuse, si grave que vous n'êtes pas autorisé à rouler pendant X courses après. Donc ça, honnêtement, c'est ultra rare. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je pense vous avoir dit en tout cas les bases les plus importantes. Bien évidemment, j'ai pas pu tout dire, sinon la vidéo allait faire quasiment 1 heure. N'hésitez pas dans les commentaires à préciser des aspects du règlement, à donner plus d'informations, à donner des petits détails du règlement que peut-être vous connaissez et que d'autres ne connaissent pas. Je rappelle, cette vidéo, elle est faite un petit peu surtout pour ceux qui ne connaissent pas la F1 et qui voudraient comprendre comment ça marche, ceux qui regardent sans vraiment savoir ce qui se passe, quand ça se passe, pourquoi. N'hésitez pas à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à la partager, comme je vous ai dit, à des gens qui découvrent la F1 ou qui aimeraient découvrir justement ce sport. Pour ceux qui connaissaient déjà tout sur la vidéo, j'espère qu'elle vous a quand même plu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao, ciao!